Il faut vraiment fermer les yeux un instant et visualiser un scénario bien précis. D'accord, je vous écoute. Imaginons que le Bouddha naisse à nouveau. Mais cette fois-ci, l'histoire ne se déroule pas dans un palais antique en Inde. Ah! Non, cette fois il naît aujourd'hui, en cette année 2026. Ok, le décor est planté. Il grandit avec le Wi-Fi dans toute la maison. Il a son premier smartphone à, allez, 12 ans. C'est la norme, ouais. Et à 14 ans, il a un accès total aux réseaux sociaux, des notifications incessantes et surtout une intelligence artificielle qui anticipe la moindre de ses envies avant même qu'il y pense. Le cauchemar moderne. Exactement. Et la question vertigineuse, c'est est-ce qu'il parviendrait quand même à atteindre l'éveil? Ou est-ce qu'il resterait bloqué à scroller à l'infini? Voilà. C'est exactement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. Pour cette immersion, on se base sur des extraits fascinants du texte Digital Nirvana, Mastering Ancient Wisdom in a Wired World. Un texte vraiment percutant, oui. Le but, c'est de comprendre comment se détacher de ce monde saturé de dopamine, de bruit, de comparaisons constantes. Comment mettre fin à la souffrance aujourd'hui. Et c'est une urgence, en fait. Ce qui est captivant dans cette analyse, c'est que l'approche n'est pas juste philosophique ou spirituelle. Non, c'est très scientifique. Absolument. C'est profondément ancré dans la neuroscience contemporaine. On parle de la réalité biologique et de la détresse émotionnelle de notre époque. Bon, décortiquons ça. Commençons par cette idée de palais. Dans l'histoire originale, le prince Siddhartha est protégé de la souffrance physique par les murs de son palais. Il vit dans un luxe absolu. C'est ça. Mais le texte source fait un parallèle assez dingue. Aujourd'hui, notre palais à nous, il est numérique. Tout à fait. On a le confort à la demande. La livraison de repas, le streaming, un divertissement qui ne s'arrête jamais. On est validé par des gemmes. C'est un palais psychologique en fait. Si l'on relie ça à une vision plus globale, ce palais numérique, il ne nous libère pas de la souffrance. Non, il nous en distrait. Exactement. Et le paradoxe que souligne la source, c'est que malgré tout ce confort, l'anxiété ne fait que monter. Ouais, l'hyperconnexion est partout, mais l'auditoire le sait bien, la solitude s'étend de façon massive. On a tout, mais le sens s'évapore. C'est un palais différent, mais l'insatisfaction de fond, elle, reste exactement la même. C'est fou quand on y pense. Et ça nous amène directement à la réinvention des fameuses 4 visions. Les 4 rencontres qui ont changé la vie du Bouddha. Ouais, dans le mythe, il sort du palais et il voit la vieillesse, la maladie, la mort et en a 7. C'est le choc total. Le premier contact avec la réalité de la condition humaine. Mais alors, qu'est-ce qu'il verrait en 2026 en sortant de son algorithme sur mesure? Eh bien, le livre propose une mise à jour assez brutale. Très brutal. La première vision, ce serait le burn-out. L'épuisement professionnel absolu. La deuxième, la dépression. Ouais. La troisième vision, ce serait l'addiction numérique. Les gens complètement absorbés par leurs écrans, coupés de la réalité physique. Et la quatrième vision serait celle d'une personne qui a réussi à se déconnecter, à s'extraire de tout ça pour trouver une paix véritable. Le texte insiste sur un changement de paradigme majeur ici. Le choc moderne, ce n'est plus la souffrance physique. Non, c'est la souffrance psychologique. C'est ça, la surstimulation chronique, la culture de la comparaison qui détruit l'estime de soi, la crise d'identité. En fait, la question philosophique a changé. Ce n'est plus pourquoi les gens souffrent-ils physiquement, mais pourquoi les gens sont-ils si malheureux alors qu'ils ont matériellement tout pour être bien? Et pour répondre à ça, l'analyse bascule du côté de la science. La souffrance moderne, elle est neurologique. C'est du piratage de cerveau pur et simple. C'est le terme exact. Le texte décrit comment les boucles de dopamine détournent littéralement nos circuits. Chaque fois qu'on fait défiler l'écran, ça crée de l'anticipation. Une microdose de dopamine. Et chaque notification crée un micro-stress. Le système nerveux ne se repose jamais. Le Bouddha original avait identifié ça. Il parlait de la soif ou du désir compulsif, le fameux tanha, comme la racine de toute souffrance. Mais aujourd'hui, et c'est le constat glaçant de notre source, ce désir est devenu une industrie. Industrialisé, oui, des secteurs entiers avec les meilleurs ingénieurs du monde sont bâtis uniquement pour amplifier ce désir. Ça mène à l'anxiété, à la fragmentation de notre attention, on n'arrive plus à se concentrer sur rien. C'est un vide existentiel organisé. Alors, on peut se demander comment un Bouddha moderne réagirait face à ça. Le texte est assez amusant là-dessus d'ailleurs. Oui, il ne jetterait pas son smartphone par la fenêtre. Non, pas de drame. Et il ne fuirait pas se cacher dans une forêt non plus. Il commencerait par étudier le système nerveux. Il observerait. C'est la clé de l'éveil, l'observation.
Il se contenterait d'observer l'envie de vérifier son écran. Sans juger. Sans juger, ouais. Il observerait l'inconfort d'être dans le silence, ou cette fameuse peur de manquer quelque chose, le FOMO. Parce que se détacher, ce n'est pas fuir, c'est voir les choses avec clarté. D'ailleurs, il y a une citation très drôle dans la source, une petite touche d'humour qui fait du bien. Ah oui, sur Instagram. Ouais, ça dit que si le Bouddha avait Instagram aujourd'hui, sa toute première illumination serait de réaliser que, je cite, « c'est juste l'ego avec un meilleur éclairage ». Tellement vrai. Et il mettrait probablement la moitié de la planète en sourdine avant d'atteindre le nirvana. Je pense qu'on a tous envie de faire ça parfois. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on touche au cœur de l'enseignement. La question de l'attachement. Exactement. La source est très claire. Le bouddhisme n'a jamais dit que les objets causaient la souffrance. Ce ne sont pas les objets, c'est l'attachement aux objets. Le téléphone en lui-même, il est neutre. L'argent, c'est neutre. Le succès, c'est neutre. Et c'est là que ça rejoint la psychologie cognitive moderne. Le texte utilise le concept de fusion cognitive. On fusionne avec nos possessions. En quelque sorte, la souffrance naît au moment exact où l'on s'identifie à ces objets externes. On s'identifie à son statut, à sa productivité, à son image en ligne. Donc on ne souffre pas parce qu'on a des choses, on souffre parce qu'on pense qu'on est ces choses. C'est la fusion totale. Si votre identité est attachée à vos likes ou à vos réussites, la moindre baisse devient une menace mortelle pour l'ego. L'enseignement clé ici, c'est de détacher son identité du résultat. Séparer qui l'on est de ce que l'on produit. Tout à fait. Et c'est ce qui nous amène aux solutions pratiques. Oui, parce que la solution pour 2026, ce n'est pas de tout effacer et de partir vivre dans une grotte. La renonciation extrême ne fonctionne pas dans notre société. Le texte propose ce qu'il appelle un engagement conscient. C'est une nouvelle voie octuple, une mise à jour moderne des pratiques. On va les détailler parce que c'est vraiment le cœur de cette exploration. Le premier point de cette mise à jour, c'est la pleine conscience numérique. Concrètement, ça veut dire utiliser la technologie avec intention, on planifie sa consommation, finit le défilement inconscient à 2 heures du matin. C'est reprendre le contrôle de l'outil plutôt que d'être l'outil. Ensuite, le deuxième point est essentiel d'un point de vue physiologique. La régulation du système nerveux. Exactement, le silence quotidien, les exercices de respiration et un point très spécifique mentionné par la source I, marcher sans écouteurs. Oh, ça paraît presque un acte de rébellion aujourd'hui. Marcher dans la rue sans rien dans les oreilles. C'est crucial pour permettre à la dopamine de se recalibrer. Le cerveau a besoin de ce vide pour digérer la surstimulation. On arrive au troisième point. Et je trouve que c'est peut-être le plus difficile. La séparation de l'identité. Oui, on en parlait avec la fusion cognitive. Il faut vraiment se rappeler qu'une personne n'est pas définie par ses statistiques. Quiconque écoute cette analyse doit l'entendre. Vous n'êtes pas vos abonnés, vous n'êtes pas vos revenus. Il faut observer ses rôles sociaux, professionnels, mais refuser de devenir ces rôles. Ensuite, le quatrième pilier. Cela soulève une question importante sur notre confort. Le texte préconise l'inconfort volontaire. C'est un point fascinant. Notre monde cherche à éliminer toute friction. Et ça nous affaiblit. Donc la source recommande des choses comme prendre des douches froides, s'obliger à avoir des conversations difficiles au lieu d'envoyer un message texte, faire un travail en profondeur sans distraction. Le but est d'entraîner l'esprit à tolérer l'inconfort. Plus on tolère la friction physique ou mentale, plus les envies compulsives de fuir vers l'écran s'affaiblissent. On renforce le muscle de la volonté. Et enfin, le cinquième et dernier point de cette voie moderne, le service avant l'obsession de soi. La souffrance moderne vient en grande partie de cette focalisation excessive sur soi-même. L'algorithme nous pousse à toujours nous demander « Comment suis-je perçu ?» C'est un piège narcissique qui crée énormément d'anxiété. La parade, c'est de passer à « Comment puis-je servir ?» Comment je peux être utile aux autres? Le simple fait de diriger l'attention vers l'extérieur dissout cette fixation étouffante de l'ego. C'est mécanique presque. En s'occupant des autres, on oublie ses propres boucles d'anxiété. Bon, tout ça redessine complètement la notion d'éveil. D'ailleurs, la source utilise une métaphore magnifique. Historiquement, on quittait le palais pour aller chercher la vérité dans la forêt. Et aujourd'hui, la nouvelle définition de la forêt, c'est qu'elle est à l'intérieur de nous. La forêt est intérieure. La véritable renonciation, paradoxalement, c'est devenu plus difficile que de se raser la tête et de mendier sa nourriture. C'est clair. Aujourd'hui, la renonciation extrême, c'est d'être capable de s'asseoir en silence dans une pièce pendant 10 minutes. 10 minutes, sans chercher de stimulation, sans regarder un écran. Pour beaucoup de gens, c'est insoutenable. Le cerveau panique. Mais la psychologie clinique confirme la sagesse ancienne derrière cette pratique. Les fameuses preuves neurologiques dont parle le texte. Oui.
L'entraînement à la pleine conscience, ces fameuses 10 minutes de silence, ça réduit physiquement la réactivité de l'amygdale. L'amygdale, c'est le centre de l'alarme dans le cerveau. Exactement. En réduisant son activité, on diminue ce qu'on appelle le détournement émotionnel. On augmente le contrôle cognitif. Donc le détachement, ce n'est pas un truc mystique abstrait. Pas du tout. C'est un réentraînement neurologique prouvé par la neuroplasticité. Chaque fois que l'on observe une envie de scroller, une envie de stimulation, et qu'on décide consciemment de ne pas y céder, on diminue le pouvoir neurologique de cette envie. On modifiait le câblage de son propre cerveau. C'est fascinant de se dire que la solution est biologique autant que spirituelle. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on doit synthétiser cette immense exploration, le texte source propose une équation mathématique finale très puissante. L'équation de la souffrance. Voilà. Douleur multipliée par résistance équivaut à la souffrance. C'est limpide. La douleur est inévitable. On va vieillir, tomber malade, perdre des proches, échouer. C'est la base de la vie humaine. La douleur est un fait. Mais la souffrance, elle, vient du multiplicateur. Elle vient de notre résistance à cette douleur, de notre fuite dans les écrans, de notre fusion identitaire avec nos succès, de ce désir compulsif. Et si on réduit cette résistance, si on arrête de fuir, la souffrance chute drastiquement, même si la douleur initiale est toujours là. Le message ultime de notre sourcé est incroyablement libérateur. Le réveil spirituel en 2026, ça ne demande pas de partir dans un monastère en Asie. Non, il exige simplement d'être conscient au milieu du chaos quotidien. La vraie question, le vrai test pour nous tous, c'est notre capacité à observer notre toute prochaine pulsion de distraction avant d'y réagir automatiquement. C'est le petit espace entre le stimulus et la réaction. Et ça commence peut-être par une action toute bête, poser son téléphone face contre la table pour les 10 prochaines minutes. Juste ça, c'est un premier pas vers la libération. Mais, et c'est là-dessus qu'on va laisser notre auditoire méditer, cette réflexion ouvre une porte encore plus complexe pour l'avenir. C'est-à-dire, Eh bien, si la maîtrise de notre attention est le défi ultime aujourd'hui face à des écrans qu'on tient dans nos mains, que se passera-t-il demain? quand la technologie va évoluer. Exactement. Que se passera-t-il lorsque les interfaces neuronales, les implants cérébraux rendront la technologie littéralement invisible? Quand elle sera indiscernable de nos propres pensées. Voilà. Comment on pourra poser notre téléphone quand l'algorithme qui optimise notre dopamine sera directement intégré dans notre esprit? C'est une perspective qui donne le vertige. C'est le défi de la prochaine décennie. Une réflexion fondamentale qu'on laisse en suspens pour clôturer cette analyse.